Alors, avant de démarrer ce récit d'une année un peu particulière pour moi en tant qu'engineering manager, hein, je vais vous raconter très rapidement ce que j'ai eu l'occasion de faire avant, enfin déjà ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis coach agile et engineering programme manager chez Augury. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien faire plein d'autres trucs, je fais aussi un peu de freelancing à côté, notamment chez Arte et chez CleanFlows. Et puis j'ai travaillé pour pas mal d'autres boîtes avant. J'ai commencé par être développeur, j'ai été engineering manager, head of engineering, coach agile et je fais également un petit peu d'executive coaching à côté. Je suis vraiment le genre de personne qui aime travailler à créer le bon environnement humain organisationnel pour avoir des équipes performantes, des personnes qui se sentent bien dans leur job et qui ont envie de tout simplement faire ce qu'ils aiment pour obtenir des bons résultats. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn si vous voulez qu'on reste en contact derrière, si vous voulez me faire un feedback un peu plus personnalisé sur cette présentation. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte. Cette année dans le désert, je l'ai passé chez CoachHub. CoachHub, c'est quoi? C'est une entreprise qui développe une plateforme qui permet de mettre en relation des coachs freelance avec des entreprises qui ont envie de déployer du coaching professionnel à l'échelle. Ils se disent, moi j'ai 50 personnes que je vois bien devenir manager dans 1 ou 2 ans. J'ai envie de leur mettre à disposition un coach professionnel qui va leur permettre de gérer un peu plus efficacement leur temps, leur stress, leur organisation. L'idée, c'est vraiment d'offrir à ces personnes-là un cadre qui va leur permettre de grandir humainement dans leur approche professionnelle et également sur des sujets qui sont un petit peu plus personnels. Je parlais du stress, la gestion un peu des émotions aussi, ça peut être tout ça. Et donc du coup, l'équipe que j'encadrais chez CoachHub, je vais vous la présenter. On s'appelait Mango, on avait des noms de fruits, d'arbres, de trucs comme ça. Nous, c'était Mango. Et donc, j'étais l'engineering manager de cette équipe-là. Dans cette équipe, on avait aussi Stéphanie, qui était product designer. Et comme le dit le titre de la conférence, on n'avait pas de product manager. C'était chez CoachHub, les équipes étaient regroupées autour d'un triptyque product manager, product designer et engineering manager. Donc nous, on n'avait pas de product manager. On avait des développeurs, on avait Linda qui était plutôt orientée front-end, Tarine back-end et Benjamin qui touchait un petit peu à tout. Ça nous a un petit peu sauvés, on en parlera un peu plus tard. Et dans les équipes chez CoachHub, on avait aussi des quality analysts qui, pour le coup, manquaient chez nous. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps avant que l'équipe change de scope et se regroupe avec cette composition-là, on a les deux qui sont partis un peu coup sur coup. Et puis, ça a été une période pour CoachHub où, malheureusement, les recrutements ont été un petit peu gelés, et voire même on a mis des gens dehors. Donc, cette situation temporaire, elle s'est mise à durer et il a fallu faire avec. On avait un périmètre fonctionnel avec ses avantages et ses challenges, on va dire. On était responsable de la messagerie, à savoir donc le chat entre les coachs et les coachés. Sur ce périmètre-là, on avait une codebase qui n'était pas géniale, une feature qui était assez limitée. On ne pouvait pas s'envoyer d'images, on ne pouvait pas s'envoyer de documents. Et puis on pouvait avoir que 2 personnes dans la conversation, pas de thread et pas d'emoji, pas de partage de GIF non plus, donc vraiment super basique. Et on avait également tout ce qui est gestion des réservations de sessions. Donc là, on est sur un truc un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, la codebase pas géniale. On reposait la synchronisation du calendrier du coach de la plateforme avec leur calendrier personnel. Ça reposait sur une solution tierce qui n'était pas ouf. Et dès qu'on avait un souci, les investigations, c'était hyper compliqué. Les accès aux logs étaient compliqués, les logs n'étaient pas géniaux. Bref, c'était pas la partie la plus fun. Et la dernière partie, c'était la vidéoconférence, donc le cœur un petit peu de la plateforme quand vous avez votre session en face à face avec votre coach. Là encore une fois, une codebase un peu vieillissante, pas géniale. De nouveau, une solution tierce sur laquelle on s'appuyait qui n'était pas super fiable et qui en plus allait être dépréciée. Et de nouveau, une feature assez limitée. On pouvait avoir maximum 3 personnes dans la conférence. CoachHub avait pour ambition de développer du coaching collectif, donc avec un coach et 8 à 10 personnes en plus dans la conférence. Donc on voyait bien qu'on commençait à atteindre les limites de cette feature-là. Et nous, on en avait la responsabilité. Sans product manager, c'était un petit peu difficile de se projeter, quoi. Et pour rajouter un petit challenge par-dessus ça, on avait à peu près 70 bugs ouverts à ce moment-là. Donc quand on a récupéré tout ce périmètre avec l'équipe, on n'emmenait pas large, on n'avait pas un niveau de seniorité très élevé au niveau des développeurs,
Et pour ce qui était de comprendre ce qu'il fallait faire derrière, sans product manager, c'était un petit peu compliqué. Malgré ça, on s'est dit, c'est pas parce qu'on n'a pas une équipe complète qu'il ne faut pas essayer de mettre en place et d'avoir sur le long terme des bonnes pratiques d'ingénierie qu'on a eu l'occasion de développer tout au long de l'année là. Et j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu l'agenda qu'on avait. Alors, c'est écrit super petit. Du coup, je vous montre comme ça, on voit mieux. Les lundis, on commençait par un sprint planning autour de 10 heures parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas trop des leftos. On avait les daily à 11h45 parce qu'on a des gens qui ne sont pas des leftos et les leftos, ça les saoulait d'avoir des daily à 10 heures, ça cassait le flow. Des sprint reviews au bout de 2 semaines en début d'après-midi le vendredi. Les rétrospectives dans la suite. Et pour terminer, des jeux et un petit peu de chit-chat, histoire de terminer la semaine dans le calme. Ce qu'on a pu constater tous ensemble, c'est que j'étais imbattable à Scribble, mais terriblement mauvais à Gartic Phone. Du coup, on jouait beaucoup à Gartic Phone. Parce que c'est drôle de voir le manager être un peu ridicule. Et dans tout ça, il manque les sessions de refinement. Quand est-ce qu'on passe du temps à regarder un petit peu les différents tickets, les différentes fonctionnalités sur lesquelles on a envie de bosser, et on avait décidé de ne pas avoir de créneau fixe dans la semaine. Comme vous pouvez le voir, l'agenda, là, il est super vide. Ça, c'était l'agenda surtout des développeurs. Le mien était un petit peu différent. Et on s'est dit que rajouter un meeting toujours au même moment, alors qu'on n'est même pas certain qu'on a besoin de raffiner des tickets, de raffiner des user stories, parce que potentiellement, on en a déjà bien assez dans le backlog, on s'est dit, on laisse vide et on va plutôt, quand on a le besoin qui émerge, se dire, tiens, ça serait bien demain ou après-demain de prendre du temps ensemble pour faire un petit peu de raffinage. J'aimerais bien faire un zoom sur les rétros qu'on avait tendance à mener. Ce qu'on aimait bien faire, ce qui n'a pas marché dans toutes les équipes, il y a des équipes que j'ai accompagnées qui n'aimaient pas du tout faire ça. Nous, on commençait sur la partie émotion. Un sprint, en 2 semaines, il peut se passer énormément de choses. Et ce qu'on aimait bien faire, c'est chacun, à notre manière, essayer d'expliquer aux autres comment on s'est senti durant le sprint. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté, comme surprise positive ou négative. Et pour ça, on utilisait cette roue des émotions et on prenait des petits pictogrammes avec nos images dessus, nos têtes dessus, pour avoir des résultats un petit peu comme ça. Ça permettait derrière de raconter une histoire. Moi, en début de sprint, j'étais un peu crevé, le week-end n'était pas ouf, et puis j'étais pas super motivé. Mais au fur et à mesure que ça avançait, on a sorti des features sympas, on a eu l'occasion d'avoir des retours utilisateurs plutôt positifs, ça m'a motivé. Et puis en vrai, j'ai fait une session de pairing avec l'un ou l'autre qui m'a fait du bien, et je termine la semaine plutôt content. Et à l'inverse, on peut avoir des fois des émotions qui ressortent qui sont beaucoup plus négatives. Et je trouve que de les exprimer comme ça permettait à l'ensemble de l'équipe de comprendre dans quel état d'esprit chacun était. Ça permettait de comprendre que les retours qui allaient suivre en cours de rétrospective pouvaient être impactés, pouvaient être teintés par ces émotions qui avaient été partagées avant. Ça permet d'adapter le discours, de mieux comprendre ce que vivent les autres et de réussir en fait à se comporter en conséquence. Ça marchait bien, ça permettait d'avoir des rétros qui étaient vraiment saines, agréables, dans lesquels on avait des retours qui étaient hyper pertinents et des gens qui osaient se dire les choses. Ce qu'on aimait bien faire aussi, c'est avoir une partie un peu kudos. Vous savez, il y a le truc, ça c'était bien, ça c'était moins bien, puis j'aimerais bien essayer ça dans les différentes parties, dans les différentes catégories des retours que vous faites en rétrospective. Et nous, on avait une partie kudos qui consistait tout simplement à souligner un comportement, une action, quelque chose qui s'est passé, qui est sorti de l'ordinaire de manière positive. Et on a envie de le reconnaître, de le souligner, d'encourager en fait ce type de comportement. L'idée, c'est pas de se taper dans le dos en se disant c'est génial à chaque fois pour le moindre truc qui est fait. Non, là, l'idée, c'était vraiment de prendre le temps de dire ça, c'est sorti de l'ordinaire, ça m'a plu, je te félicite pour ça, et j'aimerais bien qu'on le voit plus souvent dans l'équipe. Mais bon, les rétros, c'est chouette de se taper dans le dos, de se dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais on avait quand même un certain nombre de règles, un certain nombre de directives. La première, c'est d'être vraiment focalisé sur les actions. On a besoin qu'une rétro nous amène à des actions amélioratives, sinon on a un vrai souci.
un truc qui était important pour nous, c'était pour dire déjà, n'importe quelle catégorie peut apporter une amélioration au mode de fonctionnement de votre équipe. Il y a souvent les catégories positives, négatives, et puis les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ça peut être de l'innovation, des idées ou quoi. L'idée, c'est de se dire, on ne se focalise pas sur ce qui est négatif. Ce qui est négatif, très potentiellement, il y a des actions à mettre derrière, on est tous assez d'accord là-dessus. Mais ce qui est positif, souvent, c'est arrivé parce qu'on a fait quelque chose. On a eu un comportement, on a eu une idée, il s'est passé quelque chose qui a fait que cette chose positive est arrivée pendant le sprint. Ça n'arrivera pas forcément la prochaine fois si on n'y fait pas attention. Donc, dans vos rétrospectives, faites une vraie revue de tout ce qui est remonté et vous dites pas juste bah ça c'est positif, c'est bon, c'est positif, ça reviendra forcément au prochain sprint. C'est pas vrai. Et en réalité, c'est même des fois encore plus motivant d'aller chercher des actions d'amélioration sur des choses qui sont déjà positives plutôt que de se focaliser sur l'autre partie. Donc n'hésitez pas à regarder là-dedans. L'autre point qui était hyper important pour nous, c'était pour dire, si on a une action d'amélioration, ça devient un vrai work item, quelque chose qui est tracé, qui est estimé et qui représente de la charge de travail comme n'importe quel autre work item, que ce soit du refacto, que ce soit du développement sur une feature, que ce soit un workshop, n'importe quoi, ça apparaît dans les sprints, c'est un vrai travail. C'est pas une action d'amélioration qu'on met dans un backlog qui est traité à part et puis bon, on le fait quand on a le temps. Et donc, comme je vous disais, si on n'a pas d'action d'amélioration en fin de rétro, pour nous, c'était une rétro foirée. C'est pas arrivé souvent, et les rares fois où c'est arrivé, je peux vous dire que les games et les chit-chats, on n'avait pas trop envie d'y aller parce que on était assez déçus quoi. On se disait mince, on peut pas juste dire on a fait le sprint parfait, ça n'existe pas. Il y a des choses intéressantes qu'on peut essayer de faire différemment, et même si on trouve pas vraiment d'amélioration, peut-être essayer d'innover, tester un nouveau truc. Donc voilà, on avait cette exigence vis-à-vis des rétros qui était assez élevée, mais en même temps dans un cadre qui était particulièrement agréable et sécurisé pour qu'on ose se dire ce qui va pas, avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie. Le tracking, on a parlé des work items tout à l'heure. Il y a des managers ou il y a des équipes pour lesquelles, pour avoir un Jira à jour, faut gueuler, faut dire hey, les tickets là ils sont pas à jour, on arrive en daily, on partage le board, ah attendez, il faut que je bouge mes tickets, j'ai pas fini, etc. Dans cette équipe-là, c'était un no-brainer. C'est juste, on a besoin de savoir où on en est. On a besoin de savoir qui fait quoi. On a besoin de savoir comment on progresse, s'il y a des choses qui sont coincées. Donc l'outil de tracking, c'était vraiment devenu quelque chose pour lequel on avait des règles, des codes, et tout le monde adhérait à ça, non pas par contrainte, mais parce que tout le monde y avait vu son intérêt. L'intérêt individuel et l'intérêt de l'équipe. On travaillait aussi, pour le tracking, de nouveau, avec des toutes petites user stories. Ce qu'on voit là, c'est une échelle de Fibonacci qu'on voit utilisée un petit peu partout, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Et en fonction du nombre de points qu'on met derrière, on utilisait les story points. Il y en a qui n'aiment pas ça, no estimate, tout ça, je suis allergique à rien. Nous, c'était le mode de fonctionnement qu'on a trouvé qui nous permettait de s'accorder sur à peu près quelle taille on pense que ce truc fait et à quel point on arrive à être prédictible jusqu'à un certain point. Donc du coup, sur des petites stories, un ou trois story points, on était super contents, tout mignon. C'est une petite story, le risque est maîtrisé, on sait où on va, on sera capable de tester rapidement, de vérifier que ça marche et d'avoir des retours utilisateurs. À partir de 5, on commençait à être un petit peu inquiet, mais des fois, il faut faire ce qu'il faut faire et puis on ne peut pas non plus découper indéfiniment les choses. À 8, on commençait vraiment à faire la tronche, ça ne nous plaisait pas. Et puis à 13, c'était no go. Systématiquement, on passait du temps ensemble pour essayer de redécouper le travail qu'on souhaitait implémenter par la suite. Alors là, on dit des grosses user stories, des petites user stories. Il y a une espèce de canevas un peu pour les user stories qui est assez traditionnel. En tant que tel persona, je veux faire ça pour pouvoir obtenir tel résultat, tel changement de comportement dans mon appli, etc. Si on applique ça à une user story qui n'est pas une petite user story, ça pourrait donner dans notre cas de figure, en tant que coach, ou coachee, celui qui reçoit le coaching, je voudrais un nouveau système de vidéoconférence pour avoir le dernier framework. Comme ça, je vais avoir une expérience améliorée. Ça, je ne sais pas comment on chiffre ça. Je ne sais pas comment on est capable de dire on a développé ce qu'il faut, c'est testé, c'est validé, ça peut partir en prod. Donc, si en plus il n'y a pas de critères d'acceptation et que les designs, on ne sait pas trop où on va, il faut encore toucher, il faut encore vérifier et tout, la réaction de l'équipe c'était à peu près celle-là. Ouais, vous voyez, j'aime bien les chats.
Pour nous, une bonne user story dans le cadre du coup de la vidéoconférence sur laquelle on était en train de travailler avec l'équipe, c'était en tant que coach ou coaché, je veux pouvoir ouvrir et fermer ma caméra pour pouvoir montrer, pour pouvoir être visible ou non pendant ma séance de coaching. Les critères d'acceptation, on est passé dessus avec l'équipe, c'est clair pour tout le monde, on sait où on va. Et pour les designs, pareil, on est clair, les use cases sont tous bien représentés correctement par le design, on n'a pas un million de questions à se poser. Là-dessus, du coup, on était content. Et du coup, ça aide pour pouvoir régulièrement livrer des choses et avoir un feedback régulier et des développeurs qui, quand ils démarrent quelque chose, ils savent où ils vont. Pour découper des user stories, je ne vais pas faire un cours maintenant, c'est hyper long. Juste envie de vous dire comment nous, on le faisait initialement. Donc, en découpage vertical, ce qu'on appelle un découpage vertical, c'est découper le travail sans vraiment se poser la question de c'est plutôt du front-end, c'est plutôt du back-end, il va falloir toucher à l'architecture, à la base, etc. Bien sûr, c'est des questions qu'on se pose, mais initialement, quand on découpe le travail à faire, on cherche à définir quel comportement dans le produit on veut changer et à quel point il est suffisamment petit et simple pour avoir un impact technique, de manière théorique, le plus limité possible, pour avoir des choses petites. Évidemment, derrière, on implique les développeurs pour s'assurer que ça a du sens et techniquement et d'un point de vue produit, mais initialement, l'approche, c'est celle-là. Ne pas se poser la question de ce que ça implique techniquement, et plus se poser la question de, fonctionnellement, comment je fais un tout petit changement qui va apporter quelque chose à mon utilisateur. Et du coup, des fois, ce qui arrive, c'est que vous allez vers vos devs avec votre user story, vous dites, oh, c'est cool, elle est toute petite. Et puis, eux, ils vous expliquent que, en fait, non, ça va être énorme, ça va être super compliqué et qu'il y a vraiment un travail de réflexion à faire. Et c'est là qu'arrivent toutes les techniques de découpage du user story qui peuvent exister. Je ne vais pas vous les détailler. Je vous recommande sincèrement d'aller voir le travail de Humanizing Work sur les différents patterns qui permettent de découper les user stories. C'est hyper complet, c'est bien expliqué. Globalement, il faut vous dire qu'il y a toujours un moyen d'enlever quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur ce qu'on appelle des non-functional requirements. Est-ce qu'on fait en sorte que ce soit moins optimisé dans un premier temps, moins scalable dans un premier temps? Est-ce qu'on trouve un moyen d'avoir un happy pass qui exclut une partie de la business logic? Est-ce que techniquement, on va faire en sorte que, je ne sais pas, ce ne soit pas traduit ou j'en sais rien. Il y a énormément de techniques. Ce site-là est vraiment pas mal. Il propose des articles intéressants là-dessus. Donc voilà, oh, il y a ma souris qui est là depuis tout à l'heure. Non, c'est pas la mienne. Si, c'est la mienne. Hop. Voilà. Autre chose qu'on a eu l'occasion de mettre en place, et ça pour le coup c'était à l'échelle de CoachHub, au niveau de la gestion du branching, on avait une branche master. Une branche master, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une branche master par repo et on s'en tient là. Ça veut dire que les développeurs, ils ont une branche en local, et quand ils ont fini, qu'ils ont testé, ils poussent sur master. Tester sur sa machine, c'est quand même un petit peu casse-gueule et puis ça complique vite les choses. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on a mis en face pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais donc ça veut dire que potentiellement, si vous mergez des choses, ça peut partir en prod. Ça, c'était aussi une approche chez CoachHub. Potentiellement, vous poussez quelque chose sur la main, puis vous allez faire autre chose, vous travaillez sur une autre feature, et puis dans le même repo, il y a quelqu'un qui a fait un changement et lui, il a besoin que ça parte en prod. Il va livrer le microservice en question en prod. Il faut que vous soyez prêt à ce que ça arrive et que vous organisiez votre code. En l'occurrence, dans l'organisation qu'on a choisie, il fallait être prêt à ce que ça arrive. Donc, le code en question a pu être testé, validé, etc. et potentiellement prêt à être parti en prod. Et en tout cas, sans impact négatif à côté. Du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a eu l'occasion d'avoir une équipe plateforme qui était assez géniale là-dessus, qui nous a mis en place des environnements de preview, des environnements de test, qui se basaient sur une branche. Ça veut dire que vous aviez une branche locale, vous pouviez créer un environnement de preview basé là-dessus, avec de la donnée qui est pertinente, presque comme si vous étiez en prod, avec comme seul changement ce que vous venez d'implémenter. L'intérêt, c'était quoi? C'est déjà d'avoir des environnements qui soient réalistes. Le deuxième gros intérêt, c'était de pouvoir tester sans casser les environnements des autres. Je ne sais pas si dans vos boîtes, il y a ce qu'on appelle les environnements de développement, où tout le monde pousse régulièrement des changements. Et je ne sais pas combien de fois ça vous arrive
par semaine, voire par jour, de dire ah bah l'environnement de dev il est cassé, on attend que telle équipe qui a fait des changements, il règle le problème, ou alors ah bah on a cassé des choses parce qu'on est en conflit, il faut réaligner les trucs. Bref, pour l'instant on ne peut pas tester. Là, ça rendait, en tout cas ça faisait disparaître ce problème-là. Et potentiellement, le truc qui était sympa aussi, c'est que si jamais on se rendait compte en testant qu'il y avait des petits fixes à faire, plutôt que d'aller polluer la main, voire aller faire des hotfixes, on pouvait directement faire ça encore sur un environnement qui était sécurisé, isolé du reste, et au moment où on poussait sur la branche main, on était assez certain de ce qui partait. L'autre chose qu'on a mis en œuvre, parce que là, on peut se dire, ouais, mais si tu as besoin de livrer plusieurs morceaux de code à la fois, en tout cas de les activer, d'activer plusieurs morceaux de code à la fois, avoir juste une main et puis faire tes push juste les uns à la suite des autres et les synchroniser, c'est pas terrible non plus. Donc, on avait mis en place des feature flags partout. Ça a été évoqué un petit peu ce matin, les feature flags, c'est en gros un flag que vous pouvez gérer sur votre plateforme, sur votre environnement, vous pouvez délocaliser ça dans un Launch Darkly ou dans pas mal d'autres solutions, qui va permettre de dire j'active ce morceau de code ou pas. Chez CoachHub, on avait décidé, en tout cas dans notre équipe, de tout mettre derrière des feature flags. Le problème du feature flag, parce que c'est toujours une histoire de comment on utilise l'outil, on peut tomber dans une dérive où on garde des feature flags partout et on s'en sert plus pour customiser l'application que pour réellement gérer du déploiement de manière sereine. En tout cas, nous, c'est la décision qu'on avait prise, c'était que les feature flags, à la base, c'était pour sécuriser les développements et pouvoir activer, désactiver les choses de manière assez simple. Dans les faits, on en avait un certain nombre qui étaient pour de la configuration, mais c'était limité parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans une situation où, dès que vous touchez à quelque chose sur la plateforme, il faut tester 82 configurations différentes de feature flag parce qu'il y a plein de clients, ils ont la plateforme qui est hyper différente des autres. Donc, des feature flags partout et de manière systématique, mais un ménage dès que c'était livré et déployé et poussé à tous les utilisateurs. Alors, maintenant que vous savez un petit peu comment on était organisé, ça vous dit toujours pas, on fait comment quand on n'a pas de product manager et qu'on n'a pas de QA. Mais on avait déjà toutes ces bases-là d'organisation qui nous permettaient d'être sereins sur un certain nombre de points. Donc ça, c'est une liste des 6 points principaux des choses qu'on attendait des product managers chez CoachHub. Le premier, donc, conduire des interviews utilisateurs, analyser la data autour du produit. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous mis à le faire. On est tous allés dans les outils de suivi, dans les Hotjar, dans les Matomo, et on est même tous, chacun à son tour, pas forcément à toutes les interviews utilisateurs, mais on est allé rencontrer des utilisateurs du produit directement, prendre le temps de leur poser des questions, de leur demander, pour faire ça, vous faites comment, comment vous ressentez un peu l'expérience de manière générale avec le produit. Donc on a vraiment rapproché tout le monde des utilisateurs finaux et de la data qui découle de leur utilisation. Ensuite, l'idée c'était de faire de la product discovery en collaboration avec le product designer. Là, en l'occurrence, Stéphanie l'a fait un petit peu toute seule parce qu'en fait, elle adorait ça. Elle obtenait des résultats vraiment sympas et c'est quelque chose qui peut se faire de manière un peu plus asynchrone. Vous n'avez pas besoin de synchroniser ça énormément avec le reste de l'équipe. Donc qu'il y ait une espèce de single point of failure à cet endroit-là, c'était pas forcément un gros problème. Derrière, on attendait à ce que les product managers élaborent les features, qu'on conçoive les features avec nos product designers. Là, on s'est tous mis à le faire. Les développeurs venaient, regardaient les designs, questionnaient, remettaient en cause. C'était mon cas aussi. Et Stéphanie également se posait la question. On essayait tous un petit peu de se mettre dans la peau de nos utilisateurs et de se dire là, qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est évident pour qu'on n'ait pas besoin de l'expliquer, qu'on n'ait pas besoin d'avoir un support ou du business, en tout cas les personnes qui accompagnent les utilisateurs, qui n'aient pas besoin d'expliquer ce qui est en train de se passer sur la plateforme. Derrière, il y a le découpage de ces fonctionnalités en user stories. Initialement, les product managers et les product designers s'en occupaient tout seuls. Là, c'est quelque chose qu'on s'est gardé un petit peu avec Stéphanie. On n'a pas voulu mettre les développeurs tout de suite dans la boucle parce que le coup de chance qu'on avait, c'est qu'on était sur un périmètre technique qui n'était pas trop compliqué. Je pouvais facilement rentrer dedans, comprendre ce qui se passait et les différents impacts. Donc on s'est dit, ne pas trop chercher les développeurs sur le sujet-là, c'est pas forcément un problème. Pour le testing des gros morceaux de fonctionnalité, plutôt que d'avoir un product manager qui repasse derrière et qui dit là c'est bon, là je valide, ça correspond bien aux spécifications sur lesquelles on s'est accordé.
Là, pareil, on s'est mis à faire ça tous ensemble. On avait des grosses sessions de testing où l'ensemble de l'équipe tatouillait un petit peu les différents changements qui a été faits, les regarder à d'autres endroits sur la plateforme également pour être sûr qu'on n'avait rien cassé. Et après, gérer les releases, donc à savoir communiquer aux différentes personnes dans l'entreprise pour préparer les supports de formation, pour préparer des annonces qui soient un petit peu plus extérieures et également en interne pour s'assurer qu'avec les différentes équipes, on était bien coordonnés. On s'y est tous mis. Chacun a fait un petit peu de tout ça. Donc en faisant tout ça, on a fait en sorte que même sans product manager, on était capable d'identifier le travail qu'il était pertinent à faire pour concevoir des nouvelles fonctionnalités, les découper pour les rendre intelligibles et rapidement livrables, implémentables par les développeurs, et communiquer derrière aux différents stakeholders, au reste de l'entreprise, sur l'avancement de ce qui était implémenté par l'équipe. Maintenant, donc pour la partie QA, donc ce qu'à CoachHub attendait de ces différents QA, pour commencer, c'était les premiers points de contact quand on avait des bugs qui étaient remontés sur la plateforme. Je ne sais pas s'il y a des développeurs qui sont directement exposés à de la prod, mais vous êtes en train de bosser sur une feature, il y a un bug qui tombe, en général ça fait une alerte un peu plus fort que les autres, et du coup ça vous sort complètement de ce que vous faites, et ça casse le rythme, ça casse le flow, et pour l'efficacité c'est pas génial. Mais c'est quand même important, quand quelque chose tombe, d'être réactif. Donc les QA étaient là pour ça, et là en l'occurrence c'est moi qui me suis mis en frontal pour protéger les développeurs, pour leur permettre d'être dans ce qu'ils font. Si évidemment ça devient urgent, j'irai les chercher, mais la plupart du temps, un bug qui tombe, c'est rarement quelque chose qui a besoin d'être pris en charge tout de suite. L'idée derrière, c'était de prioriser ce backlog de bugs, savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans notre périmètre, à quel point c'est important, à quel point c'est impacté, puis faire du suivi aussi. Vous pouvez avoir des bugs qui initialement n'impactent pas forcément trop de monde, et avec le temps, il y a un petit peu plus de monde, le bug se dégrade un petit peu plus. Bref, au bout d'un moment, en termes de priorité, ça peut évoluer. Donc, avoir une vision d'ensemble et prioriser des différents soucis que vous avez sur votre périmètre, ça c'est également quelque chose que j'ai pris en charge pour protéger les développeurs. Derrière, les QA, on attendait aussi qu'ils fassent du testing assez approfondi sur les features et qu'ils essaient de les casser. Là, on a dit à développeurs, écoutez, on pense que vous êtes bien placé pour le faire, que vous pouvez être responsable et réussir à faire ce travail-là. Donc ils s'y sont mis tous les trois régulièrement, ils faisaient des sessions où ils testaient les features les uns les autres pour s'assurer que ça marchait correctement. Quand on partait sur des morceaux un petit peu plus gros, peut-être avant des releases ou quoi, là on s'y mettait tous, comme je vous ai disais avant sur la slide précédente. Pour ce qui était testing sur l'environnement de pré-prod, donc du staging, peu importe comment on l'appelle, là pareil, c'était le problème de tout le monde. Et au final, pareil, tout ce qui était smoke testing et le monitoring des features qui venaient d'être déployées pour être sûr qu'on ne se mettait pas à générer des erreurs dans tous les sens, c'était la responsabilité de tout le monde. En faisant ça, on peut donner l'impression que tout le monde est responsable de tout et de rien et que du coup, quand quelque chose pète, c'est un petit peu la faute de personne. La réalité, c'est que l'état d'esprit de cette équipe, c'est que c'était la faute de tout le monde. Si quelque chose saute, on ne peut pas se dire c'est au product manager ou au QA d'aller voir. Non, ça concernait véritablement tout le monde. On avait réussi à créer cet état d'esprit où on n'entend jamais, c'est pas mon rôle en fait. Il y a besoin de faire ça, j'ai le temps, j'ai la dispo, j'ai les compétences, ou éventuellement, si je suis aidé, je peux essayer de me dépatouiller, en tout cas faire un truc, je vais le faire. Il y avait un vrai sentiment d'ownership sur le périmètre qui faisait que chacune, n'hésitait pas à mettre les mains dans le cambouis, même s'il y avait une certaine incertitude sur leur capacité à mener l'action en question à bien. Alors, il y a un truc sympa qu'on a fait aussi, donc je reviens à la première slide où on présente l'équipe. On voit que sur les compétences des différents développeurs, on a Benjamin qui est full stack, c'est chouette, Tarine qui est back-end et Linda qui est front-end. C'est pas parfaitement sécure entre guillemets, mais c'est plutôt pas mal en termes de répartition. Sauf qu'on avait envie d'aller encore un petit peu plus loin, parce que sur des périodes un petit peu clés, des Noëls, des choses comme ça, on peut se retrouver avec plusieurs personnes qui veulent partir en vacances en même temps. Et moi, j'avais pas envie que, par exemple, Tarine et Benjamin se disent on va pas partir en congé en même temps parce qu'après, Linda, s'il y a des problèmes côté back-end, elle saura pas s'en sortir. Et inversement, si Tarine se retrouve toute seule, on n'avait pas envie que
on ne soit pas capable de gérer un problème qui vienne du front. Donc Linda et Taryn, on a fait des full stack. On a fait à peu près comme ça. Comment on peut faire pour rendre les développeurs full stack? C'est pas magique. Ça, c'est l'impression que des fois certains managers ou certaines organisations peuvent donner. Non, maintenant il faut que les devs ils sachent tout faire. Non, ça demande du temps. Et nous, l'environnement qu'on a mis en place pour faciliter ça, pour essayer de rendre ça possible, le premier, c'est comme je vous disais, d'avoir des user stories qui soient toutes petites et qui soient verticales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos user stories, très fréquemment, il y avait du front, il y avait du back. Et du coup, on ne peut pas juste avoir un dev qui s'occupe de ça tout seul. C'est pas vraiment ce qu'on voulait non plus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, chaque ticket, comme par exemple Taryn n'est pas capable de faire un ticket toute seule parce que côté front, elle n'est pas encore capable, elle va pairer avec quelqu'un pour qu'ensemble, ils puissent traiter ce ticket-là et permettre à Taryn de monter progressivement en compétences côté front-end et inversement à Linda de monter en compétences petit à petit côté back-end. Ça ne se fait pas en 2 semaines, ça prend du temps, il faut de l'envie, mais si vous voulez, quand vous présentez ça à l'équipe en leur disant si vous savez tous faire un petit peu tout, dès que quelqu'un n'est pas là, vous vous sentirez tous beaucoup plus soulagés, vous pourrez prendre vos congés avec beaucoup plus de sérénité, ça réveille quelque chose, et c'est-à-dire c'est plutôt sympa en fait la sérénité sur ce type de sujet. On s'est également mis d'accord sur le fait que l'idée c'était pas de faire de Taryn une experte aussi à l'aise en front-end qu'en back-end, et même chose pour Linda. L'idée c'est de se dire, Linda elle sait prendre tout ce qu'on sait faire côté front-end, et pour la partie back-end, elle est capable de se débrouiller à peu près les 3/4 du temps. Sur les choses un petit peu plus touchy, un petit peu plus complexes, sur lesquelles elle n'a pas l'habitude de travailler, si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Et c'est emmerdant, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de réduire le risque, plus que de vouloir complètement l'éliminer, et de permettre à chacun de continuer à garder l'expertise qu'il ou elle l'intéresse le plus. Donc, comme je vous disais, pour eux, ça a marché parce qu'ils ont vu leur intérêt. Le premier intérêt, c'était de se dire, l'équipe, elle devient beaucoup plus résiliente. Si j'ai quelqu'un qui s'absente, qui devient malade, ou je sais pas, au hasard, qui devient parent, ou à qui il arrive n'importe quoi, c'est pas grave, c'est même super bien. Pour devenir parent, pour être malade, c'est pas génial. L'idée, c'est de se dire, s'il y a quelqu'un qui est absent, alors c'est sûr, l'équipe travaille plus aussi vite. Alors, en même temps, c'est purement pragmatique, mais on est quand même en capacité d'adresser tout ce qu'on nous demande, à des exceptions près. Et le deuxième point intéressant, comme je disais, c'est une certaine tranquillité d'esprit. Vous voulez prendre des congés, vous prenez des congés. Il n'y a pas forcément besoin de se poser la question de qui n'est pas là à ce moment-là. Alors oui, si on a des engagements, des deadlines fortes, etc., il faut essayer de ne pas mettre le reste de l'équipe en difficulté, mais de se dire à la base, je ne suis pas indispensable au sein de mon équipe. Ça permet de faire avancer les choses et d'être beaucoup plus serein dans la gestion de ces absences. Donc du coup, c'est pas magique. Ça demande du temps, ça demande de créer un environnement qu'il faut pour ça. Et à l'issue de ça, nous en tout cas, le Buzz Factor, on n'a plus à s'en soucier. Alors, l'autre truc qui était hyper important, c'était de réussir à garder les ingénieurs focalisés. Pour ça, j'ai envie de vous parler d'un article de Paul Graham qui date de 2009. Je suis sûr que dans la salle, il y en a en 2009, ils étaient encore en primaire. Et moi, j'étais pas encore diplômé. Donc ça commence à remonter, mais c'est toujours hyper d'actualité. Cet article, que je vous encourage vraiment à aller voir, on peut le résumer en 3 axes importants. Le premier, c'est de dire, on va avoir d'un côté des managers qui travaillent en bloc, qui vont avoir un agenda dans lequel ils vont traiter des sujets les uns après les autres. Ils vont avoir une réunion A, un point individuel avec quelqu'un. Ils vont avoir une journée vraiment découpée en des tas de petits morceaux, en des tas de petits sujets. Un agenda un petit peu chaotique qui demande de savoir changer de contexte fréquemment, changer d'interlocuteur fréquemment, de ton, de posture, etc. Mais ils sont là pour ça. Et en face, on va avoir ce qu'il appelle les makers. En l'occurrence, nous, c'est principalement les développeurs, qui vont avoir besoin de flow. Ils vont avoir besoin d'avoir une longue phase devant eux, qui est libre, qui va leur permettre de rentrer dans leur sujet,
de bien avoir à l'esprit tout ce qu'ils ont besoin de comprendre et de garder en tête pour pouvoir dérouler leur travail de développement, qui est un travail complexe, qui nécessite le moins d'interruptions possible, qui nécessite une certaine liberté d'esprit qu'on ne peut pas avoir si on est systématiquement interrompu. Ce qu'il dit aussi, ce sur quoi il insiste, c'est qu'une réunion, même petite, placée au mauvais moment, ça peut pourrir littéralement la journée d'un développeur. Vous avez un meeting d'une demi-heure à 15h30, je ne sais pas vous, mais moi quand je développais avant, ça faisait qu'avant 15h30, je pensais pas mal à ce meeting-là et je me demandais si j'avais pas des trucs à préparer, j'étais pas trop sûr, bref, j'étais un peu focalisé là-dessus, donc c'était dur de rentrer dans un sujet. Et puis une fois, si j'avais réussi à rentrer dedans, une fois que j'étais interrompu, j'avais ma réunion. Et à l'issue de cette réunion-là, en général, ça travaille encore un petit peu pour retourner dans le sujet précédent ou démarrer quelque chose d'un petit peu complexe. Ça marchait pas, quoi. Donc c'est vraiment un truc auquel il fallait faire attention et qu'on a vraiment mis en œuvre dans l'équipe. Et vraiment, en respectant ces différences-là, on avait une approche qui était, moi, en tant que manager, je suis là pour avoir un agenda pourri comme celui-là, pour que mes devs, ils aient un agenda comme celui-là, avec des grandes plages libres, tranquilles, pour pouvoir avancer et être efficace. L'autre truc qu'on a réussi à faire, mais ça, c'était pas vraiment... c'est pas venu de nous. Je vais expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, mais on a réussi à avoir un gros sujet à la fois. Donc il y a des boîtes qui disent oui, nous on réduit le WIP, c'est important, on ne veut pas faire trop de trucs à la fois, puis ils vous sortent des roadmaps comme ça. Ouais, un sujet à la fois chaque jour, et ils changent. Nous, ce qui s'est passé, c'est que notre petite équipe, dans les grandes sphères, dans les hautes sphères de CoachHub, ils se sont dit, oh là, ils ont pas de product manager, ils n'ont pas de QA, ils n'ont pas énormément de développeurs très expérimentés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, vous retravaillez la vidéoconférence, on a besoin de rendre ça compatible avec du coaching collectif, donc vous allez retravailler là-dessus. Et pour les trucs compliqués, on a un staff engineer, vous allez le solliciter et il va vous aider. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un seul gros sujet qui était de retravailler la vidéoconférence. Donc du coup, si je reprends le périmètre de l'équipe, donc la partie messaging, si on regarde comment c'était foutu, donc c'était plutôt limité, mais c'était plutôt fiable. Ça faisait pas trop de bugs. Sur la partie vidéoconférence, c'était hyper utilisé et c'était pas toujours super fiable. Il y avait régulièrement des problèmes en session. Les investigations, c'était assez compliqué et pour résoudre les soucis, quand il y avait vraiment des soucis qu'il fallait résoudre, il fallait faire des interventions, changer le code et pousser des fixes, c'était vite assez compliqué. Pour la partie vidéoconférence, celle sur laquelle on allait bosser, donc c'était encore une fois une feature un peu limitée mais qui était plutôt fiable. Ça allait être déprécié et ça générait quand même un certain nombre de bugs au final, liés au fait que ça allait être déprécié prochainement. Donc du coup, on s'est dit ça, on va se le garder, la partie messagerie. La partie session booking, on ira chercher notre super-héros quand on a des problèmes et puis moi en tant que manager, je vais me mettre en frontal pour protéger l'équipe. De toute façon, ça n'a pas besoin de trop bouger, juste de marcher correctement. Et puis la vidéoconférence, ça va être pour nous. Donc on a vraiment mis les développeurs dans une situation où ils s'occupaient de la vidéoconférence. Une fois tous les 36 du mois, il y avait un souci avec la messagerie. Et pour le reste, on était protégé par un développeur beaucoup plus expérimenté qui pouvait s'occuper des vrais problèmes graves. On prenait 1 ou 2 tickets maximum à la fois. Il y a des équipes qui disent ouais, on a mis en place des WIP limits. Puis après, on demande à voir les boards. Ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça, c'est pas quelque chose qui permet à une équipe d'être focalisée. C'est un board qui permet de suivre ce qui se passe. Par contre, pour être efficace, ça ne marche pas. Vous passez votre temps à switcher d'un sujet à l'autre. Donc nous, on avait plutôt un board qui ressemblait vraiment à ça. Donc là, c'est un board de test. On voit bien que c'est des items de test pour illustrer. Mais on avait littéralement des boards comme ça qui permettaient de constater qu'on avait un flux qui était hyper fluide. Ça apporte quoi d'avoir un flux comme celui que je vous ai montré avant? Le premier truc, c'est que ça permet aux développeurs d'être vraiment focalisés sur ce qu'ils font et d'avoir une charge cognitive qui est réduite. Ils n'ont pas besoin de penser à 1 million de choses et changer régulièrement de sujet. Ils sont dans ce qu'ils font, ils connaissent la code base sur laquelle ils bossent parce qu'ils itèrent dessus ticket après ticket. Et d'un point de vue fonctionnel, sur la business logique qui est derrière, pareil, c'est des choses qui s'ajoutent petit à petit, mais on ne change pas radicalement de sujet, de concept, de persona, de vocabulaire, il n'y a rien de tout ça.
En ayant des WIP limites très très basses, 1 ou 2 tickets à la fois, dans une équipe de 3 développeurs, ça fait qu'on est entre guillemets obligé de faire du pair programming, voire du more programming. Il y a pas mal de tickets sur lesquels l'équipe a travaillé, pas mal de features qui ont été faites complètement à 3. Ils ont bossé tout le temps ensemble. À 3 dans un call, quelqu'un qui code, les autres qui guident, et puis on avance comme ça. Ça crée des opportunités de mentoring. Il y a beaucoup de seniors dans les entreprises qui se disent au bout d'un moment, moi je ne sais plus trop quoi faire pour grandir, pour montrer que j'ai plus d'impact. La réponse qui est un petit peu évidente, mais qui est rarement mise en avant, c'est le mentoring. Passe du temps avec les juniors, fais-les monter en compétences. Toi, ça t'oblige à être vraiment solide sur tes fondamentaux, parce qu'il faut que tu réexpliques des choses, des fois qui te semblent plutôt évidentes et plutôt acquises. Et puis des fois, tu te rends compte que tu as pris des petites mauvaises habitudes à droite à gauche. Et les juniors, ils sont super contents. Il y a les seniors qui passent du temps avec eux, qui leur expliquent des trucs, qui les font grandir. Et du coup, tout le monde y gagne. Ça permet également de partager la connaissance, d'avoir un buzz factor qui se réduit parce que tout le monde commence à s'approprier la code base. Tout le monde comprend comment c'est organisé, tout le monde comprend comment ça a été construit, pourquoi on a pris une décision plutôt qu'une autre. Et ça crée du lien humain dans une équipe qui était initialement en difficulté et pas forcément conçue en tout cas pour réussir. Ça permettait aux gens de se dire je ne suis pas tout seul. C'est difficile, il y a des attentes, mais on n'est pas tout seul, on est tous ensemble dans ce bateau-là. Et ça nous permet également de réduire la boucle de feedback. Comme on a un WIP très court, on a des choses qui sortent très fréquemment, peut-être petites, mais ça sort, et ça se confronte plutôt à la réalité du terrain. On a des utilisateurs qui peuvent nous faire des retours. On a des stakeholders qui peuvent nous dire « Ah, ça c'est joli, mais c'est quand même pas très clair, on aimerait bien que vous retravailliez cette partie-là. » Si vous lancez plein de choses à la fois et que vous mettez beaucoup de temps à livrer, les premières choses que vous avez commencées, au moment où vous livrez, ça fait longtemps que vous les avez terminées. Ou presque terminées, vous savez, j'ai presque fini. En faisant ça, vous empêchez une boucle de feedback régulière et vous n'êtes jamais sûr de faire vraiment les bonnes choses. Donc, on a fait des releases petites et très fréquentes. Donc, une première release en début d'année, on avait juste la vidéoconférence en 1 et 1, ça marche, avec une nouvelle solution. Ça faisait du coup moins de choses que la première version, mais ça faisait l'essentiel. Et on a pu déjà pousser ça en production directement. Et puis 3 mois plus tard, cette petite équipe, dans cette solution de vidéoconférence, elle avait rajouté plein de trucs. La gestion des erreurs, allumer, désactiver tout ce qui est caméra, microphone, changer les caméras, les microphones, rendre le fond de l'écran flou, etc., etc. Je ne vais pas passer sur tout, mais pour dire que en faisant des choses petites et récurrentes, et à chaque fois en se focalisant sur un sujet à la fois, on a pu livrer plein de choses très 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 souvent. Et en juin, sur une version prête pour le collectif coaching, on avait une waiting room, on avait la capacité de lever la main, on avait la capacité de voir les gens qui étaient dans la vidéoconférence, etc., etc. Donc pour dire qu'en 6 mois, on est passé d'une vidéoconférence qui était vieillissante, qui ne marchait pas, à quelque chose de prêt pour le collectif coaching, avec plein de nouvelles fonctionnalités. Les gens, ils étaient fous. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas adressé, je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps, c'était les fameux 70 bugs ouverts. Ça disparaît pas comme ça, et puis si on les laisse en l'état, ça cause quand même un certain nombre de problèmes. Donc comment on a géré les bugs? Dans un premier temps, on a fait un gros nettoyage pour gagner en visibilité. Donc on a dégagé tout ce qui était déjà fixé, mais le ticket traînait encore. Les features qui étaient dégagées, on a fait sauter les bugs évidemment. Quand on était sur quelque chose qui s'est passé une fois, qu'on ne peut pas reproduire, on a malheureusement enlevé, mais à un moment il faut faire des choix. Tout ce qui était du bug lié à de la feature legacy qui était en train d'être réécrite, en l'occurrence la vidéoconférence, si on n'était pas sur quelque chose de trop grave, on enlève aussi. Si on a un workaround scalable qui est là, on fait le choix également de dégager ça. Si on a trop peu d'utilisateurs qui sont impactés, même chose. Derrière, ce qui restait, on l'a priorisé. Donc j'étais en frontal pour les bugs qui arrivaient et je reproduisais, je documentais, et à partir du moment où on avait quelque chose de clair, ça partait au niveau des développeurs en fonction du niveau de priorisation. Donc, on a permis derrière aux devs de faire du fixing petit à petit sans perdre de focus, donc avec assez peu de bugs qui étaient introduits à chaque sprint, qui étaient traités à chaque sprint, pardon. Et dès qu'on avait des tickets un peu trop complexes, on avait un petit peu notre super-héros, notre super Daniel, notre staff qui traitait ce genre de choses. Et avec une stratégie comme celle-là, on a terminé avec 3 bugs ouverts à la fin de l'année.
ce qui était plutôt sympa, sans QA encore une fois, qui était là pour en principe nous aider. On s'est planté quand même quelques fois, là ça donne un peu l'impression d'une équipe de super-héros, mais en vrai on a raté des trucs. Le premier, c'est plus d'un point de vue produit, on avait envie d'offrir l'opportunité à nos utilisateurs de tester leur matériel, s'assurer que tout fonctionne correctement, avant de rentrer en session avec leur coach. Donc il y avait tout un système de testing de device, du réseau, etc. On avait complètement raffiné la feature, on avait sorti toutes les user stories, on avait commencé à les estimer, etc. Puis à un moment, on s'est regardé avec Stéphanie, puis on s'est dit, mais il y a déjà une feature un peu comme ça sur la plateforme, on n'a qu'à mettre un lien pour aller là-dessus et ce sera réglé. Donc tout le travail qu'on a fait avant, poubelle. Donc c'était pas fou, on n'était pas super fiers, mais ça nous a permis de se mettre d'accord sur le fait qu'on ne veut pas un backlog avec des tas de trucs qui sont prêts, on veut créer au fur et à mesure et surtout toujours se poser la question de c'est quoi qui répond aux besoins de l'utilisateur au moindre coût, et qui répond vraiment aux besoins de l'utilisateur. Et l'autre, la messagerie, au bout d'un moment, on l'a fait migrer sur un outil tiers. On a manqué d'approche systémique. Il y a plein d'endroits où il y avait des liens avec la messagerie qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas changé. On a fait trop confiance aux équipes de l'outil tiers. Et on avait une stratégie de release Big Bang où il n'y a pas de retour arrière possible. Évidemment, ça s'est mal passé. Il y a plein de choses qui ont sauté. Lors de la communication en interne, ça a été décrit comme la pire release de l'histoire de l'entreprise. Je ne suis pas très fier. Mais au moins, on a appris et on a géré cette crise de manière exemplaire, d'après les mêmes personnes qui ont dit que c'était quand même pas ouf. Avec une bonne communication, des devs qui ont pu se focaliser sur régler les problèmes, et nous, en interne, qui donnions une transparence totale sur comment les choses étaient en train d'évoluer. Épilogue rapide, et du coup, je vais déborder un tout petit peu, je suis désolé, chef. Au bout d'un moment, cette équipe, elle a mergé avec une autre. Du coup, on a eu une product manager et une QA qui a rejoint l'équipe en plus d'autres développeurs. Et le constat qu'on a pu faire, c'est que cette année, sans product manager, sans QA, ça a fait des développeurs plus, comme je l'ai mis là. Le premier feedback que j'ai eu de la part de notre QA, c'était, dis donc, les anciens de chez Mango, ils testent bien. Ils viennent même pas me demander de tester, souvent ils poussent en prod sans me demander. Et elle se plaignait pas, elle était juste surprise. Et c'est vrai qu'ils ont dit, ouais, nous, si c'est bien et que c'est simple et qu'on est fiable, qu'on sait ce qu'on fait, on n'a pas envie de t'embêter. Tu peux faire autre chose en attendant. Et notre product manager, c'était, dis donc, j'ai des devs, ça les intéresse de parler produit. Quand je présente des trucs et qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'hésitent pas à le dire, ils n'hésitent pas à poser des questions pour être sûr de comprendre. Et du coup, quand on construit les choses, c'est du premier coup, c'est bon. Ça fait du bien. Je vous parlais de notre QA qui, du coup, avait tendance à plus forcément tout tester. On a fait ce qu'on a fait un shift left avec elle. C'est-à-dire que... Oui, chef, j'ai bientôt fini. C'est-à-dire qu'on lui a permis d'intervenir beaucoup plus tôt dans le cycle de développement. Plutôt que d'avoir un QA qui est un testeur, entre guillemets, une testeuse, on lui a dit, tu sais quoi, tu vas venir en amont, tu vas venir voir les utilisateurs aussi, et quand on va concevoir des features, tu vas prendre le temps de nous parler des edge cases, de nous parler de ta vision du truc, et comment on peut faire pour que ce ne soit pas tout cassé au moment où on livre derrière. Comme ça, quand on teste, on sait qu'on teste tout ce qu'il faut. Et on a mis en place des nouvelles pratiques, de l'event storming, du user story mapping, du mob user story wording, etc. Tout le monde s'est mis à écrire les user stories. Dernière slide. Le message derrière ça, je pense qu'il n'y a pas forcément des tonnes de pratiques qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas fait des trucs de ouf. On a pris des basiques. Par contre, on s'y est tenu. Et je pense que avant de vouloir faire des tas de trucs bizarres, pas bizarres, mais avant de vouloir chercher à avoir une CI de malade, avant de chercher à avoir des pratiques qui sont vraiment des pratiques avancées autour de l'agilité, du produit, etc. Juste créer de la transparence, créer de la fiabilité, créer un espèce de mouvement un petit peu perpétuel entre les gens, avec de la communication, avec de l'intérêt sur ce que font vos collègues, ça vous permet d'avoir une équipe qui marche vraiment bien. Et c'est ce qui nous a permis, à nous, pendant 1 an, d'arriver au bout avec une équipe performante qui a bien marché et qui a permis à tout le monde de vachement grandir, chacun dans son métier. Et j'ai terminé. Et donc surtout, n'hésitez pas à noter la conférence. Je saurai qu'il faut que je la fasse un poil plus courte la prochaine fois. Au moins ça. Merci beaucoup, Olivier.